êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches. Au sommaire, aujourd'hui, toujours contesté, le président congolais sort de son silence, pas d'annonce particulière. Joseph Kabila s'en est surtout pris à ses détracteurs. Opposition, MONUSCO, Belgique et Église catholique. La guerre est-elle ouverte entre la puissante institution religieuse et le régime? Le cardinal Laurent Monsengo représente-t-il une alternance envisageable? S'y prépare-t-il? Plaidoyer pour une mondialisation plus vertueuse au Forum économique mondial de Davos, où se sont rendus 1900 grands patrons et 70 dirigeants. Point d'orgue, le discours d'Emmanuel Macron et la visite du très protectionniste Donald Trump dans ce haut lieu du multilatéralisme. Que retenir de cette 48e édition ? La Belgique et la France durcissent leur politique migratoire. Comment allier humanité et fermeté, un élément de langage des deux côtés de la frontière? La question migratoire se joue à l'échelle du continent. Comment en finir avec les différences notoires entre le nord et le sud, l'est et l'ouest? Les migrants sont-ils les bienvenus en Europe? Pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Colette Brackman, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge Le Soir, où vous tenez un blog également. On vous doit notamment, avec Thierry Michel, le documentaire L'homme qui répare les femmes, un portrait du docteur Mukwege. Shoshana Fine, docteur en sciences politiques et relations internationales à Sciences Po Paris, spécialiste des migrations, en particulier en Europe et aux États-Unis. Vous êtes consultante pour diverses organisations internationales. Yann Mince, essayiste, rédacteur en chef de la rubrique internationale du service Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix. Et puis Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, auparavant responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International. Nous retrouverons aussi tout à l'heure notre confrère Darius Rochba de la RTS, la télévision suisse, depuis Genève. Merci à vous quatre déjà d'être ici en plateau et dès le début pour commenter et décrypter cette actualité. Si vous avez des questions, vous chez vous, vous pouvez nous en faire part, ou dans vos commentaires d'ailleurs aussi, soit sur Facebook ou alors sur Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosque, on vous y attend nombreux. La parole du chef de l'État congolais est rare, très rare. Première depuis plus de 5 ans, Joseph Kabila a convoqué la presse vendredi au palais présidentiel. Le président contesté s'est adressé à ses détracteurs et notamment à la toute-puissante Église catholique. Comme en 2011, une partie de l'Église catholique avait aussi rejeté le résultat des élections. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai même pas une Bible à côté de moi ici, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on essaie de mélanger les deux, c'est dangereux. Le résultat est toujours pas clair. Alors, sous le vernis de l'humour, la critique est cinglante. Joseph Kabila a ainsi tenu à recadrer l'Église catholique. Elle n'a pas à se mêler du processus électoral, selon lui. On va y revenir. Mais d'abord, 5 ans et demi sans parler à la presse. Pourquoi Joseph Kabila est sorti de son silence, Colette ? Mais le président a toujours dit le meilleur discours, c'est le silence. Maintenant, le voilà qui parle parce qu'il est soumis à une contestation croissante. Les adversaires sont nombreux et la classe politique est dépassée par l'Église catholique qui a pris la tête de la contestation avec de grandes voix de l'Église, la conférence des évêques, le cardinal, mais aussi les troupes, la base, parce que l'Église est un peu la voix des sans-voix et elle a pris la parole et donc là, il est sommé de répondre. Sur le cas de l'Église, on va y revenir, mais qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord de cette longue conférence de presse? C'était assez baroque sur la forme, assez surprenant parce que c'est une conférence de presse qui n'était pas annoncée ni prévue. Il y a une forme d'effet surprise qu'il a voulu, à mon avis. Après, dans le fond, il y avait de bonnes phrases bien tournées, mais au-delà des saillies, il y a quand même beaucoup de mauvaise foi. Par exemple, dans l'extrait qu'on vient de voir, quand il dit pourquoi l'Église se mêle de politique en RDC, c'est quand même bon. Il faut savoir que depuis la conférence nationale, l'Église a toujours été là et que jusqu'ici, l'Église était médiatrice. Les accords de la Saint-Sylvestre étaient sous l'égide de l'Église et tout d'un coup, non, on ne veut plus de l'Église dans la question politique. Il se pose la question ouvertement depuis quand Jésus-Christ préside une commission électorale. Mais
Attendez, voyons. Il faut rappeler quand même que la commission électorale était jusqu'ici, était il y a quelques années présidée par l'abbé Malou, qui était de l'Église, et qui était même lui réputé proche de Kabila, et personne ne trouvait à redire. Et tout d'un coup, non. L'Église doit être exfiltrée de la vie politique congolaise, alors que depuis 1993, elle est au centre, elle est médiatrice et joue un rôle multiple et protéiforme. L'Église, mais aussi l'opposition, mais aussi la MONUSCO, mais aussi la Belgique, on va y revenir point par point. Est-ce que Joseph Kabila s'en est bien sorti, Yann, sur l'exercice? Il s'en est bien sorti pour ses conseillers, puisqu'évidemment, dès qu'il disait quelque chose d'un peu pinçant, tous ses conseillers autour faisaient la claque et riaient. Je ne crois pas qu'il ait envoyé un message rassurant du tout aux Congolais. Je ne pense pas du tout, notamment que les catholiques vont être convaincus par son discours. Mais il faut dire que le cardinal avait été fort. Il avait qualifié les hommes politiques de médiocres. Les hommes politiques congolais, médiocres, c'est un... C'est en tout début d'année, après la répression de la manifestation du 31 décembre. Et moi, j'ai le sentiment que l'Église catholique se sent trahie par ce qui s'est passé au moment des accords de la Saint-Sylvestre. Là, effectivement, servi de garante aux accords, et Kabila ne maintient pas les accords. Et ce que je vois se profiler, c'est qu'il n'y aura pas l'élection à la fin de l'année, notamment parce que je crois que la question, je parle sous le contrôle de Colette Brackman, mais je crois que la question de la révision des listes électorales n'est toujours pas bouclée. Et on sait depuis la fin du mandat prévu, que c'est avec ça notamment que joue Kabila. Tant qu'il n'y aura pas de liste électorale bouclée, il n'y aura pas de scrutin. Colette. Mais le président a parlé avec plus d'éloquence que d'habitude, sauf qu'il a parlé pour ne rien dire. Il n'a pas répondu aux questions que se pose la population. Sera-t-il candidat à sa succession? On me dit que non, mais il n'a pas répondu. Quel est son dauphin éventuel? Il n'a pas répondu. Voilà. Et donc il dit je respecterai la Constitution, mais bon. Tout ça, on reste dans le flou absolu, à part les rebuffades à ses détracteurs sur un ton de nationalisme, de souverainisme un peu ombrageux et un peu passé de mode. On va faire un rappel pour ceux qui ne suivent pas la situation à RDC régulièrement. Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir au terme de son second mandat il y a plus d'un an. Un accord l'a autorisé à rester au pouvoir à condition d'organiser une présidentielle qui aurait dû avoir lieu il y a à peu près un mois. Donc cette présidentielle, maintenant la date, c'est le 23 décembre. Vous dites-vous, Ousmane, qu'elle n'aura pas lieu? Tout le monde est d'accord avec ça? En tout cas, c'est mal parti pour qu'elle ait eu lieu. Mais quelle est sa stratégie alors? Sa stratégie, moi je l'ignore, mais il y a une chose qui est très importante et qu'il faut vraiment souligner. En gras, il ne répond pas à la question essentielle. La Constitution lui interdit d'être candidat. Il aurait juste suffi à cette conférence de presse qu'il dise « je ne suis pas candidat, je vais respecter la Constitution » pour que une grande partie de l'attention s'apaise. Il ne le fait pas. Donc ça en dit long sur ses intentions. Colette? Mais oui, il dit, en clair, les élections auront lieu et tout le monde comprend, il va en contrôler le processus. Donc, ça n'est pas une réponse satisfaisante pour l'opinion puisqu'il va contrôler le processus et le résultat. Yann? Je crois qu'il dit qu'il fera ce qu'il faut pour que les élections aient lieu. Il ne dit pas qu'elles auront lieu. Je ne crois pas qu'il emploie le verbe exactement au pluriel. Et par ailleurs, il ne répond pas non plus à la question de savoir s'il y aura une révision de la Constitution. On lui parle de référendum, il dit qu'il n'y a pas de référendum prévu dans le calendrier électoral, mais dans le calendrier électoral actuel. Donc, il ne répond absolument pas à toutes les questions. Moi, j'ai le sentiment qu'une fois de plus, Kabila veut jouer la montre, et notamment avec la révision des listes électorales. Je parle sous mon contrôle, Colette. Ce qui se dit à Kinshasa, c'est que c'est une option à la russe qui serait en train de se préparer, une option à la Poutine-Medvedev, ce qui suppose qu'il doit avoir un dauphin pour cela. Est-ce qu'il en a un? Mais il ne le dit pas. Il en a certainement des dauphins potentiels, mais il ne le dit pas en disant non, il y aura plusieurs candidats qui vont émerger du parti présidentiel. Même ça, il ne l'a pas dit, c'est ce qu'on devine. Moi, je pense que les élections risquent d'avoir lieu, mais organisées par le pouvoir, contrôlées par le pouvoir et donnant la parole à un dauphin qui, après, fasse ce qu'il voudra. Et le parti de Kabila s'est réformé ces jours-ci, où on affirme que le parti aura un président. Et donc, le président du parti pourrait devenir, le président Kabila lui-même, Joseph Kabila, pourrait devenir président du parti, donc le vrai maître du pays. Et après ça, il fera ce qu'il voudra. Yann? Je crois qu'il y a une autre carte que Kabila peut utiliser, c'est de faire repartir la violence dans certaines régions du pays. Il a parlé du Kasaï, on sait que dans les Kivu, il y a de la violence de façon structurelle. Ça, on peut toujours, quand on contrôle une armée, des forces armées, faire repartir ce genre de choses-là. Et la deuxième chose, c'est que je ne crois pas qu'il cherche un dauphin, il cherche un homme de paille. Souvenons-nous que Medvedev-Poutine, c'était quelqu'un que Poutine voulait remplacer ensuite. Donc il ne fallait pas que le dauphin présumé en prenne trop à son aise. Ça a marché en Russie. On ne sait jamais, quand on met quelqu'un à sa place, si effectivement il va vous céder le fauteuil
la fois d'après. Ça n'est pas du tout garanti. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes politiques congolais qui ont beaucoup d'ambition. Et le problème, c'est que Joseph Kabila n'a confiance en personne. Oui. Donc on le presse de nommer un homme de paille ou un dauphin, mais l'homme de paille peut se révéler un successeur possible. Et donc il n'a pas confiance. C'est aussi pour ça qu'il ne donne pas de nom. Il y en a quelques-uns dans l'opposition actuellement qui sont d'anciens qui auraient bien voulu prendre la place. Donc on l'a vu, Joseph Kabila s'en est pris à l'Église catholique. On va y revenir maintenant. À travers le comité laïque de coordination, l'Église a bravé l'interdiction de manifester par 2 fois. Et dimanche dernier, manifestation réprimée à nouveau. Au moins 6 morts. Écoutez la réaction mardi du cardinal Laurent Monsongo. Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, scandant cantiques religieux, munis des Bibles, chapelets, crucifix? Que veut-on au juste? Le pouvoir pour le pouvoir, ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple dans la paix, la justice et la vérité? Vous le rappeliez tout à l'heure, Ousmane, jusqu'à il y a peu, l'Église catholique faisait figure de médiation. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une guerre ouverte entre le régime et l'Église? Enfin, je pense que l'Église s'est sentie dupée parce que les accords dont elle était il y a eu la caution morale de l'Église. Kabila ne les a pas respectés. Je pense donc l'Église a basculé dans une opposition. C'est l'opposition aujourd'hui, l'Église en RDC? Oui, de fait, parce que je pense que l'opposition classique a de gros problèmes de crédibilité. Et on l'a vu aussi, l'opposition classique a peiné à mobiliser contre Kabila. Il faut le dire, les journées villes mortes qui ont précédé les grandes marches des catholiques ont eu beaucoup de mal à fonctionner. Je pense que l'Église catholique est plus organisée, elle a une voix morale incontestée, elle a un vrai leadership, ce qui n'est pas le cas de l'opposition, qui, il faut le rappeler, on ne peut pas l'oublier, le leader historique de l'opposition est décédé, et depuis qu'il est décédé, ils ne sont même pas capables. Étienne Tshisekedi, voilà, qui était le président du Rassemblement. Jusqu'à présent, même ses successeurs n'ont pas trouvé un consensus, un modus operandi pour organiser ses funérailles. Est-ce que l'Église peut faire vaciller le régime aujourd'hui en l'état? Mais c'est plus que l'Église, c'est la base, c'est toute une génération qui apparaît, des jeunes qui ont cru en Kabila, qui ont 20 ans aujourd'hui, lui il est au pouvoir depuis 17 ans, ils sont déçus et ils veulent que ça change. Et l'Église est le véhicule par lequel s'exprime cette contestation de la base, et l'Église est présente dans tout le pays, dans toutes les paroisses, elle a une capacité de mobilisation via les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, tout ce que l'État ne fait pas, l'Église remplit ces tâches. Donc elle touche tout le monde et tout le monde peut se retrouver dans l'Église. C'est extrêmement dangereux. Alors, est-ce que le cardinal va jouer lui-même un rôle? Alors, c'est ma question, justement, parce c'est une figure qui aujourd'hui fait consensus, au-delà des clivages ou des différences religieuses, culturelles. Est-ce qu'il fait consensus auprès de tous les Congolais? Pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui a déjà joué un rôle lorsque, au début des années 90, il a présidé la conférence nationale. Il était déjà l'homme le plus politique face à Mobutu. Il était l'interlocuteur de Mobutu, l'opposition qui drainait, qui dirigeait la conférence nationale et qui avait une certaine légalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il veut remplacer le président? Je crois qu'il n'est plus là. Il est dans les 9 personnages les plus importants de l'Église catholique, conseiller du pape François. Donc il ne joue pas dans ce jeu-là, il n'est plus en division 1, il est dans un jeu international, si je peux me permettre. Donc il n'est plus là. Mais il a une force morale et une force politique considérable. Et c'est enfin pour le président Kabila un adversaire à sa mesure, ce qu'aucun opposant politique ne pouvait plus, un rôle qu'aucun politique ne pouvait plus assurer. Yann. Il faut ajouter qu'il y avait d'autres mouvements, vous parliez des jeunes, il y a le mouvement La Lucha, le mouvement Filimbi, il y avait tout un tas de mouvements de la société civile qui n'étaient pas dans les partis politiques, qui sont des gens vraiment en dehors des partis politiques. Mais là, on arrive avec le comité des laïcs de l'Église à une capacité de mobilisation, vous le disiez, beaucoup plus importante. Il faut bien voir que si on prend de façon très crue, d'une façon en termes d'organisation, la messe, c'est un meeting potentiel. Si vous convoquez les gens à la messe et ils viennent, vous pouvez ensuite les emmener manifester. Et ça se passe dans toutes les paroisses, dans tout le pays. C'est pas spécifique au Congo, hein. Moi, je me souviens aux Philippines en 86 contre Marcos, c'était pareil. L'Église avait une capacité de mobilisation que peu de gens ont dans un pays où il y a beaucoup de catholiques, mais il y a aussi d'autres religions. C'était intéressant de voir que les leaders musulmans n'ont pas appelé aux manifestations, mais n'ont pas non plus dissuadé
les musulmans congolais d'y aller. Je ne sais pas quelle a été ou quelle sera l'attitude des églises plus autochtones au Congo. Les catholiques, c'est à peu près la moitié, représentent à peu près plus. Donc, moi, je pense que Kabila a une vraie opposition pour la première fois entre le rassemblement qui partait dans tous les sens. Jusqu'ici, l'opposition, et c'est l'une des clés aussi de la crise, l'opposition congolaise a quand même failli sur un certain nombre de points. Il ne faut jamais oublier que les 2 derniers premiers ministres de Kabila sont issus de l'opposition qui a basculé. Donc, il a réussi ces dernières années à diviser durablement l'opposition. Par contre, l'Église catholique, c'est plus compliqué. C'est une force sociale organisée et l'ascendant moral de la figure du cardinal Monsengo est tellement importante que je ne pense pas que Kabila ait les moyens de diviser l'Église, bien qu'il tente. Il a quand même tenté. Donc je pense que là, il a vraiment une opposition qui se structure et qui se structure de façon solide et organisée. Alors on va penser en revue d'autres cibles des critiques de Laurent Kabila lors de cette conférence de presse, puisqu'il y en a eu passablement. Joseph Kabila, il s'est également prononcé sur les rapports tendus entre la RDC et la Belgique. Mercredi, Kinshasa a annoncé 2 mesures de rétorsion contre Bruxelles, la fermeture du consulat Schengen et l'expulsion de l'agence belge de développement. Tout ça après que l'ancienne puissance coloniale a interrompu sa coopération avec le régime. Pourquoi les rapports sont devenus aussi compliqués entre les 2 pays ? Parce que la Belgique a pris la tête disons, de l'opposition occidentale au régime Kabila. La France, l'Espagne et même les États-Unis acceptaient l'hypothèse d'élection à la fin de l'année, une solution, disons, médiane. Alors que la Belgique a été beaucoup plus nette parce que peut-être elle a moins d'intérêt économique direct que des grandes puissances. Et puis c'est tellement facile de s'attaquer à l'ancienne puissance coloniale. On brandit le fantôme de Patrice Lumumba. On a une dialectique nationaliste, c'est le maillon faible, mais c'est en même temps très dangereux, parce que supprimer la coopération belge ou la suspendre, c'est pénaliser la population congolaise. La coopération, ce sont des centres de santé, des projets agricoles dont on pénalise, et fermer la maison Schengen, qui est une maison gérée par des fonctionnaires belges, mais qui conditionne l'accès à tout l'espace Schengen en termes de visa pour les Congolais. On pénalise qui ? Les Congolais qui veulent voyager, qui doivent déjà payer un passeport $250 pour ils doivent $250, une maison Schengen qui est fermée. Donc ça complique les choses aussi. Ousmane. Et puis là, la vraie question, quelle est l'efficacité à long terme de cette sorte de solo de la Belgique ? On sait que l'Union européenne est sur une position plus rétive, notamment la France et l'Espagne, qui sont en train de négocier pour la France des contrats d'exploration pétrolifère autour du lac Victoria. L'Espagne est engagée dans le barrage Inga, donc de gros enjeux économiques. Et jusqu'ici, ils ne sont pas vent debout pour qu'on sanctionne, pour qu'on prenne des sanctions contre le régime Kabila. Donc la Belgique seule qui décide d'y aller, vu aussi la tension postcoloniale qu'il a, c'est l'ex-colonisateur, donc il y a une charge historique très forte. Donc je m'interroge sur l'efficacité à long terme. Est-ce qu'on ne risque pas d'être dans un scénario qui rendrait service à la propagande du régime, du complot belge, qui a toujours été une sorte de grand mythe au Congo, depuis Lumumba. Et je ne sais pas. Colette ? Mais la Belgique, c'est peut-être un peu trop avancé en se mettant en première ligne. Jusqu'à présent, elle avait une politique de rester à l'arrière et d'un peu manipuler à l'arrière. Et maintenant, elle est en première ligne au sein de l'Union européenne, dans les sanctions ciblées, c'est la Belgique. Et aussi, elle donne l'impression qu'elle s'est trop alignée sur certains leaders de l'opposition qui sont tout le temps à Bruxelles, tout le temps reçus, M. Katumbi, voilà. Et ça, c'est peut-être un peu imprudent. Oui, alors, on va juste... De fait, Bruxelles est la plateforme de l'opposition congolaise. Ils se réunissent là-bas, ils s'organisent là-bas, ils vivent là-bas pour la plupart. Pour terminer, dernière cible des critiques, alors il y en a eu d'autres, mais on va terminer là-dessus, ça sera pour conclure. Après 20 ans, on a l'impression qu'elle a comme mission de rester, disait Joseph Kabila de la MONUSCO lors de cette conférence de presse, toujours. Cette semaine, la mission de stabilisation de l'ONU en RDC aura une nouvelle chef, l'Algérienne Leila Zerougui. Ça va changer quelque chose, Yann ?
La MONUSCO, son problème, c'est qu'elle a des moyens relativement limités, même si c'est une grosse mission. On regarde des missions, de l'ensemble des missions de l'ONU, sur un territoire qui est énorme, avec des foyers de violence dont je parlais tout à l'heure, les deux Kivu, le Kasaï, etc. Elle n'a évidemment pas les moyens, mais j'ai trouvé que Kabila avait été particulièrement injuste dans sa conférence de presse, quand il dit elle n'a jamais combattu aucun groupe, etc. Moi, je me souviens des commandos sud-africains qui se sont lancés contre le M23. S'il n'y avait pas eu les commandos sud-africains de la MONUSCO, qui pour une fois avaient décidé d'employer la manière très forte, alors qu'on sait que les Nations Unies sont toujours très rétives parce qu'elles ont des forces de paix et pas des forces de guerre. Là, il y avait un mouvement insurrectionnel. Ils y sont allés, l'Afrique du Sud a prêté des commandos, la MONUSCO y est allée, et là, Kabila dit non, ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Je trouve ça, mais alors vraiment, d'une injustice flagrante, quelles que soient par ailleurs les critiques qu'on puisse avoir sur la MONUSCO. D'un mot pour conclure sur la RDC. Colette, je vous laisse le mot de la fin. On ne sait pas vraiment où on va. On a de sérieux doutes sur la tenue des élections d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'on assiste à une vague de fond d'un mouvement populaire, d'un mouvement massif avec la jeunesse, avec les associations, qu'on ne pourra pas arrêter. Et on peut tirer au fusil à la mitrailleuse sur les gens, mais on n'arrête pas une vague de fond et elle est en route. Et prochain rendez-vous pour ce que vous appelez donc cette vague de fond, c'est vraisemblablement dans 2 semaines avec une manifestation du comité laïque de coordination. C'est à confirmer encore. On retrouve maintenant à Genève Darius Rochebin, notre confrère de la télévision suisse, la RTS. Vous êtes le présentateur du 19h30, le journal du soir, repris dans le monde entier sur les antennes de TV5 Monde. Bonjour Darius, soyez le bienvenu. Un grand merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que cette semaine, vous étiez à Davos. Que retenir du 48e Forum économique mondial? On va en parler, mais d'abord un résumé en images avec Antoine Fontenot et Mylène Girardot. Donald Trump en clôture de Davos, un chef d'État et de gouvernement parmi beaucoup d'autres. Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Narendra Modi, le Premier ministre indien, ont eux aussi fait le déplacement. Pour tous, il s'agit d'attirer des investisseurs sur leur territoire. Ladies and gentlemen, my first message is that France is back. O Brasil está de volta. Pour casser cette image de supermarché du libéralisme, le Forum de Davos organise aussi des sessions plus sociétales. Certains viennent regretter le manque de solidarité des Européens pour les migrants. Ailleurs se tient un débat sur les fausses nouvelles. Il est aussi beaucoup question du rôle des femmes. Cette année, on compte pas moins de 7 coprésidentes au Forum. Parmi les intervenantes à Davos, Malala Yousafzai, militante et prix Nobel de la paix. Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Pour la jeune pakistanaise, c'est aux femmes de changer le monde par elles-mêmes. Un message lancé lors d'un événement où 80% des participants sont des hommes. Et Davos, c'est endroit où les dirigeants politiques se transforment en camelots pour vanter leur pays aux investisseurs. Darius, quelle était l'ambiance cette année? Que faut-il retenir du forum? Je dirais une ambiance assez optimiste. C'est vrai qu'il y a ce vent de croissance qu'on sent en Europe qui redonne une certaine confiance. L'année précédente, par exemple, la crainte d'un renouveau nationaliste, souverainiste était beaucoup plus forte. Cette année, il y a ce petit parfum de la croissance qui donne le sourire à beaucoup de gens, y compris au chef d'État, et qui a dopé certaines interventions, dont celle d'Emmanuel Macron. Alors, vous restez avec nous, hein, Darius, évidemment. Shoshana, qu'est-ce que vous retenez de ce forum? Je retiens qu'en fait, on va en continuité de pratiques et de discours. Ce qui était intéressant avec Macron depuis le début de sa présidence, on a vraiment vu très explicitement un double discours. Donc, il a parlé avec un discours de ce qu'on peut appeler social-démocrate. Il a parlé d'un besoin de décroître les inégalités. Il a souligné la nécessité de renforcer les biens communs. Et en même temps, il fait exactement le contraire en France, dans les politiques qu'il met en place en France. Donc, on voit véritablement une attaque vis-à-vis de l'État-providence en France. Justement, il a souligné la nécessité de renforcer l'éducation, la santé, la sociale. Et c'est toutes ces dimensions qu'il a attaquées en France. Alors, Emmanuel Macron, on va y revenir largement parce que je crois qu'il a marqué ce forum. Mais avant ça, Darius, j'ai lu que cette année, l'inquiétude venait du fait qu'il n'y avait pas assez d'inquiétude, ironisait une participante. Il y a une vraie réponse à cette crainte de montée du populisme qu'on sentait l'année dernière? Bon, disons, la présence d'Emmanuel Macron, la présence de Justin Trudeau, cette image de chefs d'État qui ont d'une certaine manière
tourner cette page-là redonnait, c'est vrai, de l'espoir à beaucoup de gens, c'est-à-dire la victoire de Macron contre Marine Le Pen, le fait qu'il y ait cette Europe-là, ça ne fait pas oublier l'autre Europe, celle de l'Europe de l'Est ou du centre-Est, qui est évidemment beaucoup plus nationaliste, mais cette Europe-là, plus jeune, libérale, très assumée, qui en plus a de la chance de la croissance pour elle, tout ça fait un cocktail évidemment assez euphorisant et c'était très frappant dans les interventions. Je parle de Macron, mais pas seulement lui. Justin Trudeau était effectivement l'autre exemple de ça. Est-ce qu'on peut dire que cette année, le Forum a donné un coup de pouce à cette Europe en la mettant en évidence et à l'honneur? D'ailleurs, vous savez, le fondateur du Forum, Klaus Schwab, est très suisse par beaucoup de côtés, donc il dit neutralité, moi je ne favorise pas un camp, une idée, un chef d'État, etc. Mais il dit quand même, je favorise l'idée européenne, la vieille idée libérale que la libre circulation des biens, des personnes, des idées, c'est bien à la fin pour la démocratie et ça profite à tout le monde. Et ce message-là, il est évidemment porté par les interventions dont on parlait tout à l'heure. Yann ? Ouais, je crois quand même qu'il y avait quelqu'un qui était au Forum et qui ne pouvait pas autant être optimiste là-dessus, c'est Angela Merkel. Quand on pense effectivement la vague populiste semble arrêter en France, mais pas en Allemagne. Quand on voit le score de l'AfD, c'est un score très surprenant pour un pays comme l'Allemagne, qui a été quand même un score puissant, certes. Ça n'empêchera peut-être pas la constitution d'une grande coalition en Allemagne, mais ça a quand même été un élément important. Et le gros chaînon manquant, si je puis dire, dans le renouveau de l'Europe de cette histoire-là, c'est effectivement qu'on ne sait pas ce que va avoir comme marge de manœuvre Merkel. Macron peut faire de tirer des plans sur la comète, sur l'Europe de demain, etc., etc. Il faudra attendre de voir ce qu'il a comme interlocuteur en face, et ça, c'est pas fait. Darius ? Et vous avez raison, l'Allemagne et l'Autriche. L'Autriche, c'est quand même extrêmement frappant. On a une droite nationaliste qui est présente dans un gouvernement. Ça provoquait le scandale au temps de Haider. Aujourd'hui, ça passe à peu près comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux mondes. Et ces deux mondes, d'ailleurs, étaient présents à Davos, puisque le monde nationaliste était représenté par Donald Trump. Et il a ses soutiens, et il a ses appuis, et il a ses fans. D'ailleurs, on voyait vraiment deux claques un peu dans la presse internationale, sur Twitter, dans les réseaux, etc. La claque, disons, du monde libéral, Macron, Trudeau, etc., progressiste, et puis la claque du monde nationaliste qui se faisait entendre aussi, qui disait « Bravo Trump », cette tonalité-là, elle doit aussi se faire entendre. Shoshana. Oui, je pense que c'est assez dangereux. Donc, on a vu dans le discours de Macron qu'il a dit on a deux choix. En gros, soit on a le choix de néolibéral, soit on a le choix des extrémistes. Déjà, je trouve que c'est un discours qui est très problématique et très binaire et un manque de profondeur. Mais deuxièmement, je pense que c'est très important de souligner qu'ils ne sont pas si différents que ça, à mon avis. On a beaucoup entendu que le discours, par exemple, de Trump était très différent. Il était un peu la personne exclue de club de Davos. Mais moi, je dirais qu'il faisait tout à fait partie de cette club des capitalistes. Trump, oui, c'est vrai qu'il renforce et donne une certaine légitimité au discours d'extrémistes, un certain racisme, mais malheureusement, on voit les mêmes choses en Europe, dans la plupart des pays européens. Colette et puis Yann ensuite. Oui, ce qui me frappe, c'est que l'Europe semble avoir repris confiance en elle et elle l'exprime face à Trump, face au reste du monde. Mais par ailleurs, elle vit une défaite morale qui est celle de la crise migratoire à laquelle elle n'a pas de solution. Donc, quelle est la crédibilité de cette confiance, de ce discours émis à Davos ? Il me semble qu'il y a un individu qui était à Davos qui fait la jonction entre les deux, qui avait un discours très libéral sur le plan du commerce, etc., mais qui a une pratique très nationaliste chez lui. C'est Narendra Modi, le Premier ministre indien. Le Premier ministre indien, c'est vraiment l'incarnation d'un discours à l'interne extrêmement nationaliste, extrêmement hindouiste en plus, donc un discours potentiellement très dangereux pour la cohésion de l'Inde. Et en même temps, alors sur le plan du business, c'était tout à fait Macron compatible, effectivement. Et on a ces deux choses-là qui sont... C'est pas aussi clair que ce soit toujours séparé chez les chefs d'État qui étaient présents, mais il faut bien se rendre compte, et j'étais frappé de ce point de vue-là par le début du discours de Macron et par le début du discours de Trump, Davos, c'est d'abord et avant tout pour un chef d'État la danse du ventre devant des investisseurs potentiels. On parle des affaires politiques après, mais on commence par dire mon pays est très beau, on peut faire du business, etc. Et justement, France is back, la France est de retour, c'est ce qu'allait dire Emmanuel Macron à Davos. Vous l'avez interviewé, Darius, quelle impression vous en avez gardé? Comment il a été perçu au Forum? Bon, c'est une révolution culturelle. C'était extrêmement frappant. Moi, j'avais suivi pendant le voyage de François Hollande à Davos. J'avais interviewé François Hollande avant qu'il arrive. Et il se sentait obligé de dire « Moi, j'arrive, mais attention, je ne vais surtout pas me soumettre à l'esprit de Davos. L'argent, il faut s'en méfier. » C'était la vieille idée de Mitterrand, vous savez, l'argent qui corrompt, etc.
Là, un autre monde complet. On a un président qui parle anglais, il a fait son discours moitié en français, moitié en anglais, qui parle vraiment au monde du business, qui bien sûr dit il faut protéger les faibles, etc., mais qui dit quand même oui, il dit pas oui mais, il dit vraiment oui à la libéralisation, oui aux investisseurs. En plus, il a fait ce coup assez culotté d'organiser, vous savez, un pré-Davos, c'est-à-dire à Versailles le lundi, Versailles, oui. Une sorte de pré-Davos. Voilà. Les gens de Davos, au début, d'ailleurs, étaient un petit peu inquiets de ça. Et en réalité, ça a pas mal marché, du point de vue français en tout cas. Et on a vu arriver une France qui était vraiment très, très, très différente de la France telle qu'on la concevait, notamment en Suisse. Vous savez, en Suisse, il y a cette vieille idée que les Français sont jaloux. Ils n'aiment pas les riches, ils se méfient de la libéralisation. C'est les Français, vous savez, qui raient les voitures un peu trop chic dans les rues de Paris. On ne peut pas aller avec une voiture trop chic dans les rues de Paris. Ça, dans l'esprit des Suisses, c'est assez présent. Et on voit là une autre France arriver. Une France qui dit, oui, la réussite, c'est bien. Oui, l'argent, c'est bien, pour autant qu'il soit un peu partagé, etc. Et ce discours tout à fait neuf, il a vraiment porté à Davos. J'entendais les hommes d'affaires autour de nous, il y a beaucoup d'anglo-saxons, vous savez, présents à Davos, qui étaient assez prévenus contre les Français. En général, ils disent les Français, ils parlent de manière libérale, mais ils agissent de manière étatiste. Et pour l'instant, ce ton a vraiment changé et ça a vraiment impressionné, disons, les chefs d'État et les hommes d'affaires qui étaient là à Davos. Tout le monde est d'accord avec Darius, révolution culturelle vraiment au niveau de la France ? Ouais, moi, il me semble qu'il y avait un discours effectivement business-friendly, comme l'a dit lui-même d'ailleurs Macron dans son discours. Et il veut montrer que la France n'est pas le cauchemar socialiste qui angoisse les lecteurs du Financial Times, du Wall Street Journal, qui sont les journaux lus par, effectivement, par les chefs d'entreprise. Cela dit, moi, j'étais frappé par le fait qu'il explique aux chefs d'entreprise qui sont là, votre intérêt de long terme, c'est qu'il n'y ait pas trop d'inégalités, c'est que le réchauffement climatique soit combattu, etc. Il leur parle de long terme et je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'entre eux aient une vision de si long terme que ça. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, y compris les très grandes entreprises, ont une vision beaucoup plus à court terme là-dessus. Et d'ailleurs, les mêmes qui applaudissent ces discours sont les mêmes qui applaudissent les coupes, les réductions d'impôts sur les sociétés que promet Macron et qu'a effectué Trump. Je voyais sourire Ousmane. Je trouve qu'il est décidément assez doué. Hein. Ce décalage me surprend. Autant il est en difficulté à l'interne en France sur la question migratoire et cette difficulté même au sein de sa majorité à faire passer une politique qui est quand même de fait une politique de fermeture. Et ce décalage qui réussit, une fois qu'il est à Davos, notamment sur les questions économiques où il est plus à l'aise, d'être dans une sorte d'ouverture qui est plus que large et qui est une sorte de distorsion à toutes les idéologies, à tous les positionnements, et à tous les principes moraux. On va regarder la une du magazine d'actualité britannique The Week qui s'intéressait cette semaine à l'offensive de charme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était sur place, il a parlé anglais, alors ça c'est toujours beaucoup souligné. Et puis, vous le disiez, Darius, lundi, il a alpagué la fine fleur du monde des affaires en route pour Davos. 140 chefs de grandes entreprises reçus comme des princes à Versailles pour les convaincre d'investir en France. À l'arrivée des promesses d'investissement à hauteur de 3,5 milliards d'euros. C'est une opération séduction réussie, Yann ? Je pense que c'est une opération séduction réussie, mais c'est surtout... Bon, Versailles, ça fait forcément toujours plaisir d'être bien reçu à Versailles, quand on vient surtout d'un pays républicain, où ce genre de choses ne se fait plus trop. Mais je crois que surtout, ce qui marchera quand on verra les investissements arriver vraiment, hein, parce qu'entre les promesses et l'argent qui arrive, moi je pense qu'il faut attendre un peu. Ce qui marche surtout, c'est cette idée qu'on vous a enlevé toutes ces lois sociales qui enquiquinaient pour pouvoir licencier des gens vite. C'est ça le discours de Macron, si on va pouvoir licencier plus vite. Alors après, il y a le discours complémentaire pour les Français qui est de dire oui, on pourra licencier plus vite, mais on va vous faire plus de formation. Il l'a dit dans son discours, on va renforcer le système éducatif, etc. Donc pour l'instant, il a fait la première partie. Les Français attendent de voir la deuxième. Mais ce qui intéresse les investisseurs, c'était la première. Et ça, c'était le message qu'il a donné à Davos. Mais est-ce que la France est vraiment redevenue attractive en quelques mois ? Parce que ça fait 7 mois qu'il est au pouvoir. Mais la France a toujours été relativement attractive pour les investisseurs étrangers. Ce n'est pas un pays qui est fui par les investisseurs étrangers. Il ne faut pas non plus exagérer. Darius ? Oui, il y a l'attraction économique pure et puis il y a l'attraction, disons, un peu plus émotionnelle. Celle-là, en tout cas, est la montée, c'est absolument certain. Le coup de Versailles, ça fonctionne visiblement. Vu de l'étranger, c'est vrai que la France a retrouvé un certain rayonnement. Alors, est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que le résultat économique viendra et quand ? C'est une autre question. Mais cette communication, elle est réussie sans aucun doute. Les chefs, les hommes d'entreprise, les capitaines d'industrie qui étaient à Versailles puis à Davos, moi j'en ai rencontré plusieurs,
ils avaient effectivement des petites lumières dans les yeux, parce que être invité à Versailles, avoir ce président jeune, il y a le petit côté, vous savez, Louis XIV, le roi danse, un chef d'État en forme, jeune, dynamique, ça compte aussi, même chez des gens qui sont des gens de chiffres. Et l'addition de tout ça, plus le fait de parler anglais, c'est vrai que ça frappait énormément. Il y avait cette tradition avant que chaque chef d'État parle dans sa langue, il y a presque une question de souveraineté, on ne va surtout pas utiliser la langue de l'autre. Cette concession faite au monde du business, de parler anglais, d'aller au-devant de tout ça, a créé un effet de séduction très considérable. Shoshana. Oui, moi je m'interroge sur cette notion d'attractivité. À qui on parle? À qui c'est destiné cette attractivité? Je pense qu'on peut dire que peut-être la France est devenue plus attractive aux sociétés, aux entreprises avec ces politiques de Macron, mais il ne faut pas oublier que cette attractivité ne touche pas toute la population française et surtout ne touche pas les gens qui, par exemple, qui veulent venir en France. On a vu avec Macron, on va en parler tout à l'heure, une politique migratoire de plus en plus dure. Certains disent le plus sécuritaire qu'on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur la notion d'attractivité. Alors lui aussi est en forme, lui aussi est jeune, Darius, et lui aussi était à Davos. C'est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui a donné un discours dont la presse en tout cas canadienne francophone nous disait que de toute façon il avait un public qui était un peu conquis d'avance. Comment il a été reçu ce discours de Justin Trudeau ? Oh, Trudeau, c'est l'homme de la séduction. Lui aussi, il utilise évidemment, bon, c'est un peu plus habituel pour lui, le français et l'anglais. Et puis, il vend cette idée, alors il y a une part là aussi de communication sans doute, mais que c'est un monde nouveau. C'est plus tellement libéraux contre nationalistes ou bien de droite contre de gauche, c'est le nouveau monde. Donc des dirigeants plus jeunes, plus ouverts aux nouvelles technologies, plus ouverts de bon cœur à des thèmes comme le féminisme, comme le climat, etc. Il a fait là-dessus un discours notamment sur le féminisme qui était extrêmement avancé, extrêmement engagé. Et évidemment, quand on parlait de séduction pour Macron, ça opère aussi ici, avec même ce petit côté provocateur vis-à-vis de Trump. Hein. Les deux le font, avec ce rapport aigre-doux vis-à-vis de Trump, en disant on provoque Trump, on le pique sur la question du climat, et Macron et Trudeau sont allés assez loin dans la provocation anti-Trump. Et en même temps, on dit, c'est un partenaire, on a de bons rapports avec lui, on peut collaborer dans certains domaines. Et on a vu que peut-être ça aurait des résultats, puisque Trump dit que sur la question du climat, il pourrait bouger un peu. Sur ce rapport en particulier, les deux ont tenu des discours assez étonnants, en disant qu'ils avaient réussi à créer avec Donald Trump un lien personnel. Colette Contrecarré, la présidence Trump, c'est devenu un discours dominant sur la scène mondiale ? Oui, surtout en Europe, mais c'est une fédération, c'est assez facile. On le contre dans l'image de dirigeants jeunes, avec un discours plus progressiste dans les faits. Je ne suis pas sûre que, comme l'a dit Shoshana, la politique soit tellement différente. Alors, entendre les banquiers et les dirigeants d'entreprise, le boom des marchés financiers va se poursuivre, la croissance aussi. Il est urgent, il est vrai, de se préoccuper des crypto-monnaies, par exemple, comme de bon nombre de technologies déstabilisantes pour nos sociétés. Des raouts comme Davos permettent en général de dégager une ligne plus ou moins claire quant aux événements à venir. Darius, pour conclure là-dessus, quelle ligne ça serait pour 2018 ? Vous avez raison. Davos, c'est un moment où vous avez comme ça une petite tonalité, ces petits diapasons de l'année qui donnent certaines indications. Et il y a une méfiance grandissante à l'égard surtout des géants, des GAFA, les géants d'Internet, avec cette idée, mais au fond, qui les contrôle ? Et une succession de scandales a sans doute amené là. C'était les scandales Assange, Snowden, et puis plus récemment les accusations de manipulation supposée russe dans l'élection américaine. Et on sentait chez beaucoup de ces hommes d'affaires une forme de maturation, de maturité. Il y a quelques années encore, ils avaient encore ce petit côté enfantin, trouvé merveilleux tout ce qui est sur leur iPhone, et puis de s'émerveiller. Aujourd'hui, on se dit quand même, voilà, la masse des informations que mon entreprise donne à ces géants d'Internet, qu'est-ce qu'ils en font exactement, comment ça pourrait tourner mal en cas de certains changements politiques. Et on sent vraiment monter une exaspération aussi devant l'argent, devant la masse d'argent que ces sociétés comme Apple ont accumulé. Donc une méfiance grandissante par rapport à ce monde-là, vers lequel il y a encore quelques mois, une confiance peut-être excessive. Merci Darius. Je précise que votre interview du président français est diffusée ce soir sur toutes les antenne de TV5 Monde. L'émission s'appelle Pardonnez-moi. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre analyse, vos impressions de Davos. Merci, et puis à bientôt en plateau. On espère vous avoir ici à Paris très bientôt. À bientôt.
Je vous propose qu'on avance, vous parliez de politique migratoire en Europe, on va y venir puisque en Belgique, plusieurs des centres de police, arrestations de migrants à Bruxelles ont suscité la controverse récemment. La résistance face à la politique migratoire s'organise, comme dimanche dernier, dans la capitale où plus de 2000 personnes ont formé une chaîne humaine autour d'un parc où des migrants trouvent habituellement refuge. Regardez. Ça fait partie de notre culture, la solidarité, et puis la résistance aussi contre les frappes de police parce qu'on ne doit pas se laisser faire. Ça ne devrait pas être les citoyens qui doivent poursuivre sans cesse toutes les actions qui sont faites contre les étrangers pour arriver à les défendre. Ça devrait être les politiciens qui écoutent les messages des citoyens quand ils se mobilisent. La solidarité n'est pas punissable, même s'ils essayent de faire peur, notamment avec des projets de loi, un projet de loi qui va être débattu cette semaine au Parlement, avec des visites domiciliaires chez les sans-papiers, mais aussi chez un tiers qui héberge le sans-papier. On essaye de distiller la peur. Nous n'avons pas peur et nous allons continuer à nous battre pour une politique migratoire juste et humaine. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Colette, est-ce qu'il y a une sensibilité particulière, une solidarité particulière en Belgique par rapport à d'autres pays sur cette question des migrants ? Oui, certainement. Il y a évidemment des gens qui sont hostiles à l'arrivée des migrants, mais en gros, la population est très choquée par ces mesures. Et par exemple, hier, une des loges maçonniques les plus importantes de Belgique, les droits humains, a envoyé un message en disant « Nous avons le devoir comme, de protéger le voyageur, l'étranger voyageur ». Donc un appel à la solidarité, un appel aux parlementaires pour qu'ils refusent, y compris ceux de la majorité, pour qu'ils refusent de voter une loi qui permettrait des visites domiciliaires, donc de perquisitionner au domicile de citoyens belges qui hébergent des migrants, et ils sont très nombreux à le faire. Mais pourquoi cette sensibilité en Belgique? Comment ça s'explique historiquement, culturellement? Mais il y a beaucoup de personnes âgées, on constate ça, il y a beaucoup de jeunes, mais aussi des gens plus âgés dans ces mouvements de solidarité qui se rappellent des rafles de la guerre. On voit revenir des vieux souvenirs disant pas de ça chez nous, on ne collabore pas avec les rafles, avec la police, on doit protéger les gens, nous on ne dénoncera pas ceux qui logent chez les voisins, etc. Et donc il y a toute cette résurgence du passé qui est forte et donc qui traverse un peu toutes les générations. Alors ces derniers mois, la Belgique semble avoir durci sa politique migratoire. Est-ce que c'est en effet le cas, Shoshana? En effet. Et en fait, ce qu'on peut retenir de cet acte récent en Belgique de solidarité très important est que ça s'inscrit, c'est placé dans un environnement où la migration est vraiment conçue dans un paradigme très sécuritaire. Et ça existe depuis les années 70. Et on peut voir que c'est de plus en plus sécuritaire à travers l'Europe et peut-être même à travers le monde. Malgré ce paradigme sécuritaire qui domine, on voit les actes de solidarité comme celle-ci qui déstabilisent ce paradigme. Et je pense que c'est très important que les médias les soulignent. Souvent, ils deviennent invisibles, on n'entend que les discours de la haine vis-à-vis des migrants. Et c'est justement les événements comme celle-ci où on peut commencer de voir les migrants pas comme une menace ou comme un problème, mais à travers notre lentille. Malheureusement, ce qu'on peut voir de l'autre côté est des efforts de différents gouvernements. On voit ça en France, on voit ça en Belgique, et ce qu'on appelle le délit de solidarité, des efforts de criminaliser ces actes de solidarité. Et ça, c'est très dangereux quand on est dans un espace soi-disant démocratique, quand on veut criminaliser l'hospitalité. Ousmane ? Enfin, moi, je ne cesse de m'interroger sur cette sorte de cécité des politiques migratoires européennes. Enfin, on le sait, je ne crois pas. On peut surveiller, punir, réprimer, mais je ne crois pas qu'on puisse trouver une solution à la question qu'on appelle ici en Europe la question migratoire en Europe. Je pense que la question fondamentale, c'est pourquoi les gens partent. La peur, la sécurité, la répression ne peut pas aller faire... on est dans des logiques tellement compliquées de l'autre côté des pays d'origine que c'est pas la peur. La répression n'a aucune prise sur cette vague de migrants. Je rappelle quand même que, pour prendre un exemple très concret, la vague précédente, ce qu'on a appelé la vague des pirogues qui partaient des côtes du Sénégal pour atteindre l'Europe. C'est très simple. Pour moi, il faut quand même revenir aux conséquences. C'est-à-dire, la plupart, c'est des pêcheurs. Pour un pays comme le Sénégal, accord de pêche avec l'Union européenne, donc responsabilité de l'Europe. Conséquence des accords de pêche,
Parce que les pêcheurs locaux ne pêchaient plus suffisamment de poissons, donc appauvrissement encore plus grande. Et puis bon, faute de solution, il y a un slogan qui a émergé qui s'appelait Barça ou Barsac, l'Europe ou la mort, donc atteindre les côtes européennes ou la mort. Donc première question, il y a des rapports économiques inégalitaire qui fait que voilà, les gens partent. Donc si on ne s'attaque pas à ce type de problème précis, la question des accords économiques, etc., on ne trouvera pas la solution en réprimant. Mais est-ce que là, il n'y a pas un changement, justement, on se souvient d'Angela Merkel qui fait venir des chefs d'État africains en Allemagne, c'était il y a à peu près un an, dans l'idée justement d'intéresser des investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience maintenant en Europe à ce niveau-là? Oui, mais avant même, moi je trouve qu'avant même d'aborder la question économique, il faudrait quand même que les engagements en termes, par exemple, tout simple, il y a un engagement des pays de l'Union européenne en termes d'aide au développement. Aucun pays européen n'a respecté cet engagement. Yann? Et ensuite Shoshana? Il y a d'abord un fantasme qu'on a entendu encore dans la bouche de Gérard Collomb, ministre français de l'Intérieur, sur l'appel d'air. En gros, vous avez des systèmes où les gens sont traités dignement, ce que prétend faire le gouvernement français, et tout d'un coup, tous les gens à l'autre bout du monde se diraient « Ah, il y a un système génial, on va venir en France parce qu'il y a un système d'accueil pour les migrants qui est à peu près correct. » C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ce que disait Ousmane. C'est pas pour cette région-là que les gens partent, d'une part. Et d'autre part, il y a une deuxième idée qui est qu'il faut favoriser le développement des pays d'origine pour que les gens ne partent plus. Les spécialistes de la migration le disent tous. Si on favorise le développement des pays d'origine, au début en tout cas, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont les moyens de partir, parce que le niveau d'argent monte, et il y a plus de gens qui ont les moyens de partir. Parce que pour partir, pour traverser le Niger, la Libye, la Méditerranée, l'Italie, etc., pour arriver jusqu'à la frontière française, ça coûte très cher. Donc si on fait monter le niveau, au début, il faut se faire à l'idée qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, accepter que les flux migratoires vers l'Europe vont être plus importants. Et ça, c'est ce à quoi, l'opinion publique et les politiques ne se résignent pas, parce qu'il y a le fantasme que ça va déclencher le vote xénophobe et qu'on aura de plus en plus de votes d'extrême droite s'il y a de plus en plus de migrants. Alors, Ousmane, rapidement, et ensuite Shoshana. Sur l'appel d'air, qui pour moi est un mythe politique en Europe. Enfin, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la première vague, par exemple, des Africains, ils immigrent d'abord en Afrique. L'Europe n'est pas la première destination. Il faut arrêter avec ce mythe que l'Europe va être envahie, les Africains émigrent d'abord en Afrique et dans les pays du Sud. Shoshana? On parle tous comme si c'est une évidence que l'immigration, c'est un problème. Les migrants ne sont pas forcément un problème. Si on prend le cas de l'Europe, c'est vrai que la plupart des migrations sont sud-sud, mais ceux qui viennent en Europe, l'Europe a besoin d'immigration. On vit dans un continent de vieillissement, donc on a besoin de migrants pour faire vivre le système de retraite, par exemple. On a besoin d'immigration dans certains secteurs où il y a un manque de main-d'œuvre, ou par exemple, souvent les Européens ne veulent pas eux-mêmes faire ce type de travail. Donc, deuxièmement, les migrants peuvent apporter beaucoup de choses. En fait, il y a un échange culturel, une diversité. Il faut mettre en valeur cette diversité et pas voir ça comme une menace à nos sociétés qui sont toujours en évolution. Donc, il faut valoriser cette évolution. Sur les migrants, Colette, donc, il y a ce projet de loi en Belgique qui vise à autoriser les forces de l'ordre à mener des perquisitions, soit chez les migrants en état de situation illégale ou alors chez même leurs hébergeurs. Au départ, c'était une loi qui devait viser à protéger les migrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle n'est pas encore votée, elle est en débat au Parlement. Mais au départ, l'idée, c'était de protéger les migrants, puis tout d'un coup, tout est en train de tourner. Non, c'est d'aller plus loin, c'est de pénaliser, disons, les hébergeurs, les personnes qui accueillent chez elles des demandeurs d'asile qui sont en fin de droit et qui devraient quitter le pays. Donc, c'est par extension les gens qui sont en situation illégale. Et donc, il y a une forte opposition parce que les gens le vivent comme une atteinte à l'inviolabilité du domicile, à la vie privée. Donc, ça touche profondément les citoyens. Alors, deuxième chose, cette semaine, il y avait une grosse polémique en Belgique entre le président du plus important parti flamand, M. De Wever, qui a expliqué que l'afflux de migrants allait mettre en péril les acquis de la sécurité sociale en Belgique. À quoi Manet, M. Manet, le ministre du Parti socialiste, a totalement démenti en disant que au début, lorsque les migrations ont commencé, les importations de main-d'œuvre ont commencé en Belgique, c'était le patronat qui voulait libéraliser parce que le pays avait besoin de main-d'œuvre et que maintenant on assiste à un renversement des positions et qu'au contraire, comme l'a dit Shoshana, l'arrivée de migrants, de forces de travail pouvait être tout bénéfice
pour un pays dont la démographie est en déclin. Ce que vous nous dites en filigrane aussi, c'est qu'il y a une instrumentalisation de ces questions migratoires. Démagogique, politique. Les élections, c'est l'année prochaine et tout le monde est déjà sur cette ligne de propagande électorale. Et c'est ça le problème, justement, c'est cette instrumentalisation. Si je me permets très rapidement, je pense qu'il faut, oui, l'Europe bénéficier de la migration, ça c'est sûr. Mais comme tu as souligné tout à l'heure, aussi l'Europe a une responsabilité vis-à-vis de sa personne. L'Europe est impliquée dans l'instabilité en Afrique ou dans d'autres parties du monde. On est directement impliqué. Et l'Europe aussi a signé la Convention de Genève. Le droit d'asile est inscrit dans toutes les constitutions, dans tous les pays membres de l'Europe. Donc l'Europe a une responsabilité à la fois légale et éthique vis-à-vis les migrants ou réfugiés. Yann. Pour revenir à la question du projet de loi Bell, c'est un peu la même chose que quand il y a eu la circulaire du ministre de l'Intérieur en France disant qu'il fallait que les policiers puissent rentrer dans les centres d'hébergement d'urgence. L'argument avancé par le ministre de l'Intérieur français, c'était mais oui, mais il y a peut-être des gens là-dedans à protéger parce que ce sont demandeurs d'asile. Le problème, c'est que éventuellement, peut-être, mais les autres, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter les centres d'hébergement d'urgence parce qu'ils auront peur que les policiers viennent et ils vont se retrouver dispersés un peu partout dans la campagne et dans des conditions extrêmement précaires. Donc, au prétexte d'en aider quelques-uns, peut-être des demandeurs d'asile potentiels qui ne connaissent pas leurs droits, on risque effectivement de provoquer la fuite et la dispersion de tout un tas de gens qui sont dans des situations plus compliquées. Ousmane. Moi, je suis frappé par le discours de déresponsabilisation au niveau de l'Europe sur la question migratoire. Pour moi, il y a un tournant qui est très important, qui est un peu passé inaperçu. Emmanuel Macron à Ouaga sur la question migratoire. Il répond très simple. Les passeurs, ce n'est pas des Européens, ce n'est pas des Français. Donc, c'est très grave, je pense, ce type de raccourci. Parce qu'encore une fois, la question de la migratoire, ce n'est pas une question de flux. C'est des questions de rapport économique déséquilibré, c'est des questions de situation d'exploitation. C'est-à-dire les conséquences des modes de vie en Europe conduisent en grande partie à la migration. Je crois que beaucoup de Nigériens quittent le Niger, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et quand on regarde très bien, l'essentiel de l'électricité qu'on consomme en France et vient du Niger. Donc il faut qu'on s'interroge dans la question. Parce qu'il y a un gros contrat Areva, donc l'essentiel de l'uranium est fourni par le Niger, donc le Niger qui n'accepte pas les conditions dans lesquelles c'est fait, qui a essayé de renégocier cet accord. Bon, écoute, les rapports font qu'ils n'ont pas pu. Et donc, pour moi, dans ce qu'on appelle politique migratoire, il faut qu'on intègre les questions du déséquilibre économique. On ne peut pas juste être dans la question purement juridico-légaliste, hein. On criminalise l'aide, on criminalise même le fait d'être présent. Et puis en plus, le coût de la criminalisation, si on sort les questions morales, les questions politiques et éthiques, je pense que le coût de la criminalisation est peut-être même plus élevé du point de vue économique parce que ces gens, ils ne vont pas partir. On ne les intègre pas, mais ils sont là. Il faudra les expulser. Il faudra avoir des politiques de gestion. Je me demande même si le coût de la répression n'est pas plus élevé économiquement que l'intégration. Alors d'un mot pour répondre là-dessus, puis il faudra qu'on conclue là-dessus, sur cette question que se pose Ousmane, mais vraiment très rapidement. Très rapidement, juste en parlant de coût, moi je pense très rapidement à toute l'industrie qui est derrière cette politique, cette sécurisation des frontières européennes. En effet, il y a des millions d'argent qui est investi pour combattre, pour amener cette guerre contre les migrants. Donc il y a beaucoup d'intérêts, donc il y a les intérêts politiques, il y a les intérêts industriels qui soulignent cette guerre. Et c'est, on le voit, un vaste débat. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. Je vous propose qu'on conclue comme toujours avec le regard de Dilemme sur la semaine d'actualité. On va regarder ça tout de suite. Le président américain Donald Trump s'est rendu à Davos, on en parlait tout à l'heure, pour le World Comic Forum, le forum comique mondial, ironise Dilemme. L'ONU vient de condamner l'attentat, rapporte cet Afghan à sa femme, qui lui demande l'attentat de quelle heure. Semaine très meurtrière avec pas moins de 3 attaques en 7 jours. 2 d'entre elles revendiquées par les talibans, la deuxième par le groupe État islamique. En Égypte, le président assuré d'un second mandat. Tout est bouclé, explique le maréchal Al-Sisi devant une porte de prison. L'approche de la clôture des candidatures, il est seul en lice. Les adversaires se désistent les uns après les autres. La justice espagnole bloque l'investiture de Carles Puigdemont comme président de la Catalogne. Le chef des indépendantistes réfugiés en Belgique déclare ici « Je connais un tas de pays qui sont dirigés à partir de Bruxelles ». Enfin, Paris, les pieds dans l'eau avec la crue de la Seine. L'île de France porte bien son nom, comme le concède un pilote d'avion survolant la capitale française d'où n'émerge que le sommet de la Tour Eiffel. Merci Dilemme, merci à vous 4 et merci à vous tous qui nous regardez fidèlement dimanche après dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine.